Bonjour, j'ai décidé de faire cette vidéo le 20 février pour célébrer le 11e anniversaire du mouvement du 20 février. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce mouvement, je vais dire que le mouvement est né dans le cadre des révoltes arabes et amazighs de 2011. Le thème d'aujourd'hui va porter sur l'origine des monarchies dans la région du MENA, c'est-à-dire Middle East and North Africa, ou le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord en général, mais je vais mettre l'accent sur le Maroc en particulier. Je me répète, mais malheureusement, les connaissances récentes dans les sciences humaines et les sciences sociales n'atteignent pas le Maroc. Bien au contraire, depuis les indépendances à nos jours, il y a eu recul et non progrès au niveau de la qualité de l'éducation publique et de la culture dans le pays. Cela dit, dans cette vidéo, je vais utiliser les idées développées par la politologue Lisa Anderson dans son article que je vous cite ici. Je vais résumer ces idées, je ne les couvre pas toutes étant donné la contrainte du temps, et je vais étendre l'analyse au Maroc. La politologue Lisa Anderson constate que la région du MENA est la seule région au monde où il y a autant de monarchies qui règnent et gouvernent, c'est-à-dire qu'elles détiennent le pouvoir. Et donc elle se pose la question suivante. Pourquoi le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et non pas l'Afrique ou l'Asie, par exemple? Et Lisa Anderson fait remarquer qu'en général, la croyance dominante, y compris au sein de la communauté des chercheurs et des chercheuses, tend à expliquer cet état de fait par le déterminisme culturel. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans la culture, dans la religion de la région, qui fait qu'il y a ce qu'on appelle le despote oriental qui détient un pouvoir absolu. Mais en fait, elle fait des recherches historiques qui montrent que la quasi-totalité des monarchies dans la région sont nées au XXe siècle. Donc, seule la monarchie du Maroc et celle de Oman ont des fondements historiques dans leur société. Pour rappel, le Maroc a été fondé comme une monarchie au 8e siècle. Donc, mis à part le Maroc et Oman, les études historiques démontrent que les monarchies ne sont pas endogènes aux sociétés du MENA, ou encore qu'elles sont des institutions étrangères à la culture de ces sociétés. Donc voilà quelques dates juste pour exposer cette idée-là. Entre autres exemples, l'émir Hussein, cheikh de la Mecque et de Médine, est devenu roi en 1926. Ibn Saoud prend le titre de roi en 1932. Fouad, le sultan Fouad Ier de l'Égypte, devient roi en 1922. L'émir Abdallah devient roi de la Transjordanie en 1946. Idriss accède au pouvoir et devient roi de la Libye en 1951. On est donc devant un paradoxe. La MENA, la région du MENA, compte les plus de monarchies au monde, mais la quasi-totalité de ces monarchies sont nées au XXe siècle. Comment expliquer ce paradoxe? Lisa Anderson arrive à la conclusion que les monarchies dans la région du MENA sont un produit politique. Et pour être précise, elles sont les résultats des politiques coloniales des empires européens dans la région, notamment l'Empire britannique. Et on va expliquer la chose en plusieurs étapes. Les politiques coloniales ont institué des monarchies là où elles n'existaient pas. Et elles ont renforcé les monarchies là où elles existaient déjà. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ces cultures monarchiques dans la région. 1. Les empires coloniaux européens ont édifié, ils ont imaginé un État pour le monde arabe. Et cet État-là correspond aux stéréotypes qu'ils se faisaient de la région. C'est-à-dire, ils ont en image, en tête, cette image du despote oriental qui gouverne.
Le grand penseur Édouard Saïd en parle dans son livre clé L'orientalisme. Pourtant, à l'époque, ces sociétés étaient en pleine évolution, on peut même dire en pleine ébullition. Et les mouvements progressistes qui luttaient pour la libération des nations, pour l'émancipation des femmes et pour une citoyenneté moderne dominaient la région, contrairement à ce qu'on croit. Mais ce n'est pas les courants dominants progressistes que les empires coloniaux voyaient, mais plutôt l'image qu'ils se faisaient de ces pays. Pour prendre le cas du Maroc, un projet de constitution marocaine existait déjà en 1908. Je vous mets ici mes sources, mais aussi des extraits de cette constitution. Si vous voulez consulter la totalité de la constitution, vous pouvez consulter mon blog, voilà les références. Cela dit, le texte de cette constitution stipule que le peuple intervenait directement dans la désignation des conseillers, qui allaient siéger régulièrement et que donc le peuple participait à la gestion des affaires publiques. Il y a un autre point intéressant dans ce document, c'est qu'il reconnaît déjà à cette époque les droits et libertés. Donc les principes de la liberté individuelle, de l'égalité de tous les Marocains devant l'impôt et du droit à l'éducation étaient nettement établis. L'avènement du protectorat a mis fin à ce projet révolutionnaire. Une autre raison aux politiques coloniales qui les a poussés à créer des monarchies dans la région, c'est que cette institution-là servait leurs intérêts politiques. Et comment cela? Ce qui se passe, c'est que les agents coloniaux de l'Empire britannique, par exemple, ont fait des alliances avec des cheikhs ou des leaders locaux, en leur promettant le pouvoir, mais aussi un titre d'émir ou de roi, si ces chefs les aidaient dans leurs projets coloniaux, notamment en organisant des révoltes arabes contre les Ottomans, ce qui a en fait contribué au démantèlement de l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale. Une autre raison à ces politiques coloniales qui favorisaient les régimes monarchiques, la création des régimes monarchiques dans la région, c'est que ce qui se passait, c'est que les agents coloniaux négociaient l'obtention des concessions de territoire, par exemple, ou encore la gestion des ports avec un notable ou un sultan donné. Mais il suffit que ce notable ou ce sultan en question soit destitué pour que les intérêts coloniaux soient compromis. Donc ça rendait leurs intérêts et même leur présence dans la région très volatile et très instable, comme on peut l'imaginer. Donc les officiers coloniaux ont dit à des notables ou à des sultans de leur choix, on vous reconnaît comme l'émir de ce territoire. Et en tant que tel, vous avez des droits dynastiques, et donc le pouvoir devient héréditaire. Une telle politique donc stabilise les intérêts coloniaux, mais aussi ceux des notables et des sultans régionaux, au détriment des leaders du mouvement nationaliste et au détriment de la démocratie dans la région. Les politiques coloniales ont donc institué des monarchies là où il n'existait pas. Pour rappel, la quasi-totalité du territoire du MENA étaient des provinces de l'Empire ottoman, avec des gouverneurs, des leaders régionaux. Mais aussi, ces politiques coloniales ont favorisé la monarchie, ont renforcé la monarchie là où il existait déjà, comme c'est le cas pour la monarchie marocaine. On voit que le traité du protectorat annonce l'ère coloniale, entre autres comme une pseudo-alliance entre l'État colonial français et l'institution monarchique. Je vous mets ici les sources et des extraits pour ceux et celles qui veulent plus d'informations. De même, le résident lyotais
se montrent comme les défenseurs du trône. Voilà des extraits de ces discours, ainsi que des sources pour ceux et celles qui veulent plus d'informations. D'ailleurs, ces alliances ont favorisé l'édification d'une monarchie absolutiste lors de l'indépendance. Pour rappel, l'une des critiques que les leaders du mouvement national ont adressées à la France, c'est d'avoir restitué la monarchie absolutiste avec les pourparlers d'Aix-les-Bains. Pourtant, Hizb al-Islah al-Watani de Abdelkhaliq Torres, le parti de la réforme nationale, avait élaboré un projet de constitution en 1954 faisant du peuple le dépositaire de la souveraineté. De façon analogue, le parti Hizb Shura wal Istiqlal, la démocratie et l'indépendance, œuvrait pour l'instauration d'une monarchie constitutionnelle où le roi régnerait, mais ne gouvernerait pas. Le dernier point que je vais développer ici, c'est la remarque que fait Lisa Anderson, à savoir l'apparition du titre de roi sur la scène politique du MENA au XXe siècle. En fait, elle note que durant ce siècle-là, on passe du titre de sultan à celui du roi. Et elle fait remarquer que le roi, Malik, Mulk, ça connote la possession, la propriété, le pouvoir temporel. Et c'est en général, quand on regarde l'histoire de l'État dans les sociétés du MENA, c'est ce pouvoir-là, Al-Mulk, Al-Malik, c'était l'institution des non-croyants et non des musulmans. On sait que l'histoire de l'islam et de l'arabité dans la région sont interdépendants. En contraste, pour les musulmans ou les dirigeants pieux, ce qu'ils veulent, c'est être des califes, un califat, okay? Parce que c'est une autorité légitimée par la religion. Et donc, c'est une autorité qui est nettement plus respectée que le Malik, qui avait une mauvaise connotation durant l'islam médiéval, par exemple. Par ailleurs, elle note qu'il existait des mécanismes de contrôle du pouvoir du calife ou du dirigeant dans l'histoire de l'État dans les pays arabo-musulmans. Ce n'était pas une institution absolutiste, comme voudraient le croire les empires coloniaux. Les ulama avaient une certaine marge de manœuvre. Et donc, ils pouvaient destituer un sultan qui n'était pas compétent. On prend l'exemple du Maroc. Moulay Abdelaziz, par exemple, a été destitué par les ulama des villes et des tribus marocaines quand il a signé l'acte d'Al-Jaziras de 1906 qui octroyait à la France et à l'Espagne le droit de gérer les ports et les finances du Maroc. Donc, pour en savoir davantage, je vous mets des sources ici. Par ailleurs, l'institution du pouvoir dans cette région-là n'est pas héréditaire. Il y avait les théologiens de l'époque qui choisissaient parmi la personne la plus apte à gouverner. Et c'est en général parmi un ensemble d'héritiers masculins les plus proches. Et donc, l'institution de Al-Bay'a, l'allégeance, il reconnaissait ce leader comme le leader le plus apte à gouverner la communauté. En contrepartie, le leader reconnaissait qu'il avait des devoirs et des responsabilités envers la communauté. Donc, Al-Bay'a, l'allégeance, ce n'était pas un serment de la population, des élites de l'État, pour un serment de soumission face à un pouvoir absolu. C'était l'inverse. C'était le leader qui portait serment qu'il allait servir, qu'il allait avoir des devoirs et des responsabilités envers la communauté. Et puis, il y avait la shura, la consultation, avec des conseillers qui sont les représentants de la population en général. Pour revenir au Maroc, on voit que le sultan Mohammed ibn Youssef a pris le titre de roi, Mohammed V, en 1957. En plus, dans la constitution marocaine, il est précisé que le roi est le représentant suprême de la nation. Lisa Anderson note que ce concept
est étranger aussi bien aux traditions musulmanes. Donc en général, le khalife ou le leader, en principe, il représente la justice de Dieu sur terre, et non pas la nation. Mais ce concept, il est étranger également aux lois constitutionnelles européennes ou occidentales. Et donc, d'après ses recherches, elle arrive à la conclusion que ce concept provient des théories des monarchies européennes au XVIIIe siècle qui voyaient le roi comme l'incarnation de la totalité de la nation. Donc, somme toute, en conclusion, d'après les recherches de Lisa Anderson, les monarchies dans la région du MENA ont des affinités avec les monarchies divines européennes. Dans cette présentation, j'ai voulu montrer que le pouvoir absolu dans la région n'est pas du déterminisme culturel, mais plutôt un produit politique, et donc il est possible de le déconstruire. Merci pour votre intérêt. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. D'autres vidéos suivront sur l'histoire sociale et politique au Maroc, mais également sur l'histoire des femmes.